Flashback. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. On a tous compris qu'il cherchait à masquer une pénurie que chacun pouvait constater, ce qui est un peu débile. Mais au lieu de mobiliser la population pour qu'elle s'équipe par elle-même, ces andouilles nous ont aussi découragés d'en fabriquer, en disant que les masques en tissu étaient totalement inefficaces, voire même dangereux. Mais Marina, la phrase que vous venez de dire, elle soulève un vrai problème. Vous dites que les gens ont besoin de plus en plus de sécurité. Mais est-ce que les journalistes sont là pour rassurer ou sont là pour informer? Parce qu'il peut arriver que des informations ne soient pas rassurantes. Quel pli prendre? Bien sûr. À partir du moment, de toute façon, déjà où on informe avec le plus de justesse scientifique possible, et donc on ne raconte pas d'histoire, déjà on rassure. Ça, je suis assez convaincu de ça, mais que la vérité rassure. La vérité rassure. Pardonnez-moi de vous interrompre. Justement, la vérité rassure, mais quand on ne la donne pas, vous disiez vous-même qu'on avait fait croire que les masques ne servaient pas à grand-chose parce qu'on était en pénurie de masques. Donc là, on a rassuré en donnant une fausse information, puisqu'on voit bien que les masques servent à quelque chose. C'est bien la raison pour laquelle on a commandé. On ne commande pas 1 milliard d'un objet qui ne sert à rien. Pour un partisan de la théorie du complot, tout le monde essaie de cacher la vérité, les médias, les gouvernements. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est à l'époque, on a priorisé. C'est-à-dire que comme effectivement, on n'avait pas assez de masques, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire, on a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Donc effectivement, est-ce que la population ne se rue pas dans les pharmacies pour acheter des masques, pour que tout ce qui existait comme stock puisse être réservé à ceux qui en avaient le plus besoin pour ne pas propager cette épidémie et pour se protéger. Donc c'était un mensonge qui était difficile à... On a menti sciemment, en gros. On a menti sciemment. Sciemment, mais parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions, et c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour le personnel soignant, c'était pour protéger en l'occurrence la population et le personnel soignant. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Moi, je trouve que ce genre de mensonge peut tout à fait être compris et s'excuser. End of Flashback. Et cette année, la bête est déchaînée. Elle est en train d'achever de dévorer ce qui, dans les eaux profondes des médias, résistait encore à son appétit de pouvoir. Et si vous me permettez une lecture perspectiviste, je suis persuadé que la dernière moitié de l'année 2021 sera celle de l'hyper-propagande. Sa vidéo avec McFly et Carlito n'est donc, selon moi, qu'une simple mise en bouche. Inquiet de constater la montée du conspirationnisme et son corollaire, la perte de rationalité, Emmanuel Macron lance mercredi une commission anti-complotisme. À sa tête, le sociologue Gérald Bronnet, entouré notamment de Rudi Reichstad et Rachel Kahn. Et puis, il y a le docteur Valencien. Alors, il paraît qu'il va s'occuper des fake news et compagnie. Or, révélé par le journal Marianne, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a infligé la sanction de blâme au professeur Guy Valencien. Oui, exactement, le même, qui va être dans cette commission sur les fake news. Et pourquoi? Il paraît, encore une fois, qu'il a maltraité, ou en tout cas donné des fausses informations sur un confrère, et ça lui a valu, en tout cas, un rappel à l'ordre assez étonnant, d'ailleurs, et assez significatif de l'Ordre des médecins. Alors, voilà. Alors, que sera cette commission? On ne va pas la condamner au départ, mais enfin, quand même, il y a un problème, quoi. C'est tout simplement une hallucination collective. Oh shit, here we go again. Nous avons parlé du pass sanitaire et de l'utilisation que le gouvernement pourrait faire de cet outil pour les grands événements. Nous avions souhaité, en commission des lois, préciser et l'indiquer très clairement dans la loi que toute autre personne ne pourrait pas faire usage du pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant, tel qu'un cinéma, tel qu'une entreprise à la possession d'un pass sanitaire et à la démonstration d'une sérologie négative au Covid-19. Donc je crois qu'il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée saugrenue d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire. Il avait été voté en commission, je l'ai un petit peu rédigé différemment pour qu'il soit plus opérant, et donc c'est la reprise de l'amendement que j'avais déposé en commission.
Monsieur le rapporteur. Avis favorable pour cette précision bienvenue. Monsieur le ministre. Même avis pour le Même avis favorable. Je mets donc aux voix l'amendement favorable à la commission gouvernement qui est pour, contre, adopté. Cette idée saugrenue. Donc nous sommes bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire pour les activités quotidiennes aller à son boulot, faire ses courses ou au cinéma. Hein. Surtout pas, mais mieux que ça, voilà. C'est interdit. C'est-à-dire que une entreprise ne pourrait pas décider d'imposer le pass pour rentrer dans l'entreprise. Une entreprise de tourisme française avait voulu, pour réouvrir, dire « je vais imposer le pass sanitaire pour qu'on réserve un billet chez moi ». Bon, ben, nous, il a fallu qu'on le précise dans la loi. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le pass sanitaire comme une condition d'entrée. La condition, elle est simple, c'est événement de plus de 1000, passage des frontières. Donc ce sont les deux seuls moments, si je puis dire, auxquels une personne est habilitée à me demander mon pass sanitaire. Je le dis à l'envers, mais ça nous permet de le retourner dans tous les sens, si je puis dire. Exactement, il n'y a que deux types de personnes, les frontières et à l'entrée d'événements de plus de 1000 personnes. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mauvaise polémique qui est née d'un tweet de la responsable du Front National ce matin. Allons plus loin. Et pourquoi? Mais je ne sais pas, je subodore le malheur. Une intuition, pas vous? Si. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Et au-delà de 1000 personnes, il faudra ce qu'on appelle le pass sanitaire. C'est-à-dire non pas démontrer que vous êtes vacciné, mais démontrer que vous êtes vacciné, ou apporter la preuve que vous avez eu le Covid et que vous êtes protégé, ou avoir réalisé un test négatif depuis moins de 48 heures, comme un test antigénique par exemple. Ces tests seront évidemment encore gratuits à ce moment-là. Cette idée saugrenue. Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie menacent par ailleurs, dans de nombreux pays, l'acquis de plus de 70 ans de combat international en faveur des droits de l'homme. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Cette idée saugrenue. Inquiet de constater la montée du conspirationnisme et son corollaire, la perte de rationalité, Emmanuel Macron lance mercredi une commission anticomplotisme. On est dans le double langage, dans le double visage. Tout le monde fait le contraire de ce qu'il dit et tout le monde abandonne son poste le vendredi à 5 heures pour profiter de son salaire de 17 à 25 000 euros. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Et je rappelle une chose, le pass sanitaire, il est borné dans le temps. Aujourd'hui, il s'arrête au 15 novembre. Donc, c'est un moment à passer. Je voudrais le redire, le pass sanitaire, ça permet de garder ouvertes des activités. Donc, c'est un levier de liberté. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer à partir du 15 novembre. Il faut surtout pas que les Français imaginent que cela entrerait dans le droit commun. C'est pas du tout c'est pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment borné et selon la situation sanitaire évidemment, mais en tout cas à l'heure où on se parle au 15 novembre. Est-ce que vous avez vu que le Haut Conseil de la Santé publique recommande le pass sanitaire à l'école et à l'université? Est-ce qu'on peut en arriver là? Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je crois qu'il faut imaginer que le pass sanitaire puisse vraiment devenir un outil dans notre vie quotidienne demain. Je suis un fervent défenseur de ce pass sanitaire parce que je crois que c'est un outil de liberté. Il faut surtout pas que les Français imaginent que cela entrerait dans le droit commun. C'est pas du tout c'est pas du tout ce qui se passe. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Inquiet de constater la montée du conspirationnisme et son corollaire, la perte de rationalité, Emmanuel Macron lance mercredi une commission anticomplotisme. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver,
si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Ça n'est pas une guerre courte, c'est une guerre longue. Ça n'est pas un combat de quelques mois, c'est un combat de quelques années. Et donc nous devons être lucides. La crise du Covid, la crise sanitaire, elle est là pour longtemps. Elle va nous demander de la patience, de la détermination, de la lucidité et de la force d'âme. On dispose de cet outil du pass sanitaire, donc vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. C'est ça qui va être proposé dans ce texte de loi. Ensuite, le Conseil d'État va nous remettre un avis, il va y avoir une discussion parlementaire pour échanger sur ce sujet-là. Ça devient très très dangereux, parce que là, le pass n'est déjà plus sanitaire, parce qu'on a dit, et j'ai cité le professeur Combe disant qu'il n'y avait plus rien de sanitaire dans ce pass. Là, ça devient vraiment un pass politique, c'est-à-dire que c'est une attestation de civisme. Oui. On vous demande une attestation, on vous demande de vous prosterner devant M. Véran et devant le porte-parole du gouvernement pour montrer que nous sommes bien des bons petits macroniens. Oui. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pass sanitaire jusqu'au mois de juillet prochain. La politique de Macron maintenant se résume à ceci. Mais attendez, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ça s'appelle une élection. Vous voterez contre. Un gouvernement ne décide pas comme ça tout seul C'est le Parlement. C'est le Parlement qui va décider. C'est le Parlement. Oui, mais à quoi sert? J'espère que le Parlement va faire quelque chose. Mais le Parlement, il est aux ordres. Le Parlement, il sert à rien. Nous allons dire que depuis 5 ans, je ne vois pas pourquoi il servirait à quelque chose aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'il avalise. Donc nous sommes bien en dictature sanitaire. Pardon, excusez-moi, mais moi je suis quand même un petit peu en colère parce que on nous a menti sur le masque. On nous a menti sur l'extension du pass sanitaire. On nous ment une nouvelle fois parce qu'on nous disait 2 mois avant le pass sanitaire, Clément Beaune notamment, et même Olivier Véran d'ailleurs, qu'il n'était pas question de l'étendre. On nous a menti également. On nous a menti ou on a changé d'avis? Oui, alors ça c'est facile. Mais non, mais bien sûr, mais c'est très facile. Ça porte la contradiction. Oui, alors là pour le coup, c'est pas la meilleure contradiction parce que voyez bien. Qu'est-ce que je peux, monsieur? Mais oui, mais voyez bien. Écoutez, c'est quand même incroyable. Je veux dire, le 25 juillet, devant la représentation nationale, Olivier Véran a dit, j'ai noté ses propos, le pass sanitaire ne saurait être prolongé au-delà du 15 novembre. Je veux dire, on va aller jusqu'à où? Dans le mensonge. C'est extraordinaire à quel point la parole politique a été décrédibilisée. Inquiet de constater la montée du conspirationnisme et son corollaire, la perte... Pardon, ce qui était censé être un état temporaire est en train de devenir un état permanent. J'ai écouté ce qu'a dit Gabriel Attal. Gabriel Attal a dit oui, on va le prolonger quelques mois. Mais attendez, quelques mois. Là, ça fait 1 an. Au maximum jusqu'à l'été. Non mais ça veut dire 1 an quasiment. Là, ça veut dire 1 an. Mais on se moque de nous. Enfin, excusez-moi, pardon. Là, pour le coup, en termes de discrédit de la parole politique, mais je pense qu'il a remplacé tous ses prédécesseurs. Surtout qu'on nous a annoncé des assouplissements il y a 15 jours et que là, on se retrouve face à cette situation. C'est désastreux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun mea culpa. Tout avance, toujours de la même manière. C'est-à-dire, on nous parle, on nous promet, et pardon, excusez-moi, mais systématiquement, 2 mois, quelques mois après, quelques semaines peut-être après, l'inverse se produit. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité de la parole politique. Je ne comprends pas comment est-ce qu'Olivier Véran peut rester ministre après ça. Alors je vous rappelle quand même qu'en juillet dernier, sur ce plateau, je vous avais dit que le pass sanitaire serait transcrit dans le droit commun. On n'y est pas encore, mais je vous parie qu'en juin prochain, il sera définitivement inscrit dans la loi. Parce que, encore une fois, à chaque fois, on réduit les libertés. À chaque fois, on réduit les libertés et jamais on ne revient en arrière. Parce qu'aucun gouvernement ne veut donner l'impression qu'on désarme face à un danger possible. Donc, encore une fois, vraiment, et à chaque fois avec des arguments, les arguments scientifiques qui viennent soutenir des décisions politiques, et on choisit, comme le disait très bien André Berkoff, chacun choisit son expert. Anne Génotet. Oui, c'est comme le permis de conduire. D'ailleurs, ils font le parallèle avec le permis de conduire. On aura le permis de vivre. Oui. Anne Génotet. Voilà ce qu'elle a dit. Et là, on est dedans, mais... Et on y va dans cette société. Vous savez, les animaux, ils ont des trucs sur l'oreille. vous aurez ça, monsieur. Ah ben, ce sera sans moi. Eh ben, vous couperez l'oreille. Vous aurez ça. Non, je ne joue pas à ce jeu-là. C'est un jeu terriblement dangereux. Le pass sanitaire. Voilà ce que dit un député de la République en 2021. Le pass sanitaire a démontré son efficacité. Il pourrait rentrer dans le droit commun, comme le carnet de vaccination pour les enfants ou le permis de conduire, comme un outil qu'on doit avoir sous la main
en cas de besoin. Oui, on y est. On y est. Je vous l'ai dit, on y est. C'est terminé. Deux choses. Il y a peut-être quelque chose qui va nous sauver, c'est que quand on dit jusqu'à l'été 2022, ça veut dire quand même qu'on est censé enjamber les présidentielles avec ce pass sanitaire. Moi, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de résistance à ce moment-là. J'espère qu'il y aura débat. On ne va pas se payer une présidentielle avec cette question-là et avec le fait d'être étiqueté un petit peu comme des animaux. C'est à l'automne que nous verrons si nous sortons de cette crise ou si nous passons dans une quatrième vague et si nous entrons à nouveau dans une phase de brouillard et qu'il faut attendre encore quelques mois. Et à ce moment-là, la situation serait très dangereuse. Donc c'est à l'automne que nous pourrons voir. La situation pour la présidentielle aujourd'hui n'est pas du tout stabilisée. Oh, comme c'est bizarre. C'est aussi François Bayrou qui militait il y a de cela quelques mois pour la réinstauration du vote par correspondance en France. Exactement. Alors que déjà, moi je suis beaucoup l'actualité américaine. Il faut savoir qu'il y a énormément de réformes dans quasi tous les États. Je cite la Géorgie, le Texas, le Wyoming. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas anodin. En Arizona, ils sont en train de refaire un audit de tous les votes. Je me souviens de cette scène qu'on a vue en Géorgie. J'ai passé des mois sur cette élection et on a vu des trucs incroyables avec des gens qui sortent des bulletins de vote après que tous les assesseurs soient sortis. C'est au Fulton County, là, de mémoire en Géorgie. C'est incroyable. Donc, mais M. Bayrou, pour lui, tout était parfait. Les élections américaines étaient parfaites. Et il faut instaurer le même procédé en France. Alors que, il me semble qu'en France, il y a de cela quelques années, il y avait le vote par correspondance. Et ça a précisément été arrêté pour des motifs de tricherie, non? Oui, c'est ça. Dans les années, ça a été arrêté en 1975 parce qu'on avait compris en fait que c'était une porte ouverte à toutes les fraudes électorales. En plus d'être fastidieux, le vote par correspondance a un autre inconvénient majeur, celui d'être peu sécurisé. Bourrage d'urnes, oubli de bulletins, faux certificats médicaux, les incidents sont nombreux. Comme en 1975 à Ajaccio. Cette année-là, des fraudes avaient été constatées lors des élections municipales complémentaires. Des incidents hier à Ajaccio lors du dépouillement des votes par correspondance de l'élection municipale complémentaire. Des contestations éclatèrent et un des adjoints au maire dut s'asseoir sur l'urne pour la protéger. Il fit appel à la police et il y eut une échauffourée. Suite à ces abus, le vote par correspondance a été supprimé en 1975, remplacé par le vote par procuration. Aujourd'hui, seuls les Français de l'étranger peuvent voter à distance, mais uniquement pour les élections législatives. Il est absolument scandaleux qu'on nous maintienne volontairement, administration et gouvernement confondus, dans la situation médiévale de l'expression du vote en France. Je pense que c'est une situation médiévale sur la loi électorale et nuisible, et c'est une situation médiévale. Qu'on nous interdise le vote par correspondance, en nous expliquant que ça n'est pas possible, d'un ton docte, ça n'est pas possible. Il y a 100 millions d'Américains qui viennent de voter par correspondance à l'élection présidentielle. Tous les pays qui nous entourent ont le vote par correspondance, c'est pourquoi ils tiennent leurs élections sans difficulté. L'Allemagne, la Suisse. Et moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au vote numérique. Et quand on me dit qu'il peut y avoir des trucages, je meurs de rire. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. What are our next steps? Where do we go from here? And I think there's legislation, and I think there's law enforcement that needs to be involved. So I'm going to name off 8 bullet points here that I think need to be handled by my colleagues and by our Attorney General. First of all, and what I have found perhaps the most unsettling through this whole process is the obstruction that we have seen from the county. The failure to comply with the auditor, a brazen willingness to violate a legal subpoena. Our Attorney General said that was against the law. It's truly
alarming. And furthermore, to their willingness to expend significant resources, human capital, you name it, to block and to stop this audit. As I recall, it was like $18,000 or something like that for one of their audits that they spent money on. How much money have they spent trying to stop our audit? It has to be in the hundreds of thousands of dollars, but that would be an interesting number to see. Number two, the numbers don't reconcile. As you've seen through, this is a theme throughout all the reports, all of us as citizens, we should be able to pull up these election results and we should be able to, every direction, reconcile the numbers. If I subtract, early ballots, or if I subtract, or if I add the rejected, if I, no matter which way, you should be able to come up with a reconciliation so that everything balances. That needs to happen. It appears that they broke the law with duplicate ballots. And that's a huge deal. That needs to be resolved. We need to get to the bottom of whether that law was broken, how to prevent it in the future, hold people accountable that did it this time. Churning of logs. The churning of logs. We need to find out why that happened. Est-ce que vous êtes favorable au retour du vote par correspondance? Moi, je pense que c'est un débat qui mérite d'être tenu. On vient de se le dire, mener campagne au temps de la crise sanitaire, malheureusement, c'est compliqué et on doit pouvoir anticiper les choses. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. Je voulais vous parler de cette consultation qu'a lancée ce 1er octobre l'Assemblée nationale. Je cite, lancement d'une consultation citoyenne, elles sont toujours citoyennes, ça fait bien, du 1er au 30 octobre sur le site internet de l'Assemblée nationale, vous pouvez y aller, pour, je cite, comprendre les causes de l'abstention aux élections. Bon, en 25 questions. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que parmi ces questions, je vais regarder ce questionnaire, il y a notamment, est-ce que pour lutter contre l'abstention, vous seriez d'accord pour qu'on, et je cite, permette le vote à distance par voie postale, une question. Deuxième question, permettre le vote à distance par voie électronique par Internet. Troisième question, qu'on permette le vote par anticipation. Et là, je me suis dit, mais ça tombe bien. Ça tombe bien qu'il y ait ces questions posées par l'Assemblée nationale sur justement ces points-là, puisque le 29 septembre sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur, donc en charge de l'organisation des élections, Gérald Darmanin, annonce ceci, je le cite. La République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Oui. Voilà, donc je travaille, sous son autorité, à mettre en place ce vote à distance. Dans un entretien aux Parisiens, Gérald Darmanin répète y être hostile. Tant qu'on n'aura pas démontré que ce mode de vote permet l'absolue décision individuelle, sans pression communautaire ou de la part de la famille, je serai opposé à cette disposition, souligne-t-il. Il en va de la préservation du libre arbitre de chacun, longue tradition électorale de notre pays depuis l'invention de l'isoloir, insiste le ministre. Vous allez mettre en place le vote à distance? Nous travaillons à le faire, mais il faut garantir... Vote à distance, ça veut dire quoi? Vote sur Internet, vote par correspondance Vous conviendrez, monsieur Bourdin... Qui a été abrogé en 1975. Alors, c'est le vote par correspondance qui a été abrogé en 1975. Le vote à distance n'est pas tout à fait le vote par correspondance. Non. Vous conviendrez, monsieur Bourdin, que c'est une question difficile parce qu'on doit vérifier l'identité de la personne qui vote. Oui. Et la loi, d'ailleurs, et la Constitution nous enferment dans des dispositions que n'ont pas les pays étrangers. Par exemple, on doit voter un dimanche. On ne peut pas le faire sur plusieurs jours, contrairement à d'autres pays. Je confère l'Allemagne, voilà quelques heures que les Français ont pu voir ça. Donc il faut regarder tout ce qu'on doit changer, y compris des réformes constitutionnelles. Le vote à distance est techniquement possible, pour garder la sécurité de savoir que c'est bien Gérald Darmanin qui vote, et que c'est pas sa femme qui l'oblige à voter pour quelqu'un, ou ses enfants qui l'obligent à voter pour quelqu'un.
Ça va avec votre identité numérique, Monsieur Bourdin. C'est ce que nous travaillons. Oui. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle carte d'identité qui est sortie. Donc vous y travaillez. Exactement. 2 jours plus tard sort ce questionnaire de l'Assemblée nationale, dirigé, vous le savez, présidé par un macroniste. La majorité est macroniste. Et qui demande justement aux Français ce qu'ils pensent de ces idées du ministre de l'Intérieur, qui dit déjà être en train d'y travailler de toute façon. Et là, vous vous dites, mais attendez, en même temps, ils viennent d'annoncer qu'ils veulent la prolongation du pass sanitaire jusqu'à au moins l'été 2022. Mais jusqu'à l'été 2022, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça enjambe? Ça enjambe les élections présidentielles et législatives, avril et juin prochains. Donc là, vous vous dites, puisqu'il y aura en même temps, il pourrait y avoir le pass sanitaire, mais on va se battre contre ça, vous le savez, et en même temps, vote par participation, vote par correspondance, vote à distance, comme ils disent, eh bien tout ça permettrait de mettre en place les choses dès l'élection présidentielle et législative, notamment pour ceux qui refusent le pass sanitaire. Il faudrait être sacrément naïf pour ne pas leur prêter d'arrière-pensée. Quand, dans un pays étranger, vous avez une élection, truquée ou pas truquée, mais qu'en tout cas, sur laquelle est jeté le soupçon à cause de la modalité de vote, et que la première réaction en France, c'est de dire on va faire la même chose, ben je crois qu'on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent ces responsables politiques à vouloir faire la même chose. Après, il y a une question en fait électorale assez basique. 1/3 de l'électorat en France, ce sont les retraités. C'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée. Et c'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée en faveur d'Emmanuel Macron. Bref, si Emmanuel Macron n'a pas le vote des retraités en 2022, il ne peut pas faire un deuxième mandat. Et évidemment, les retraités, ce sont les personnes qui sont les plus exposées aux formes graves du Covid, de par l'âge. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette angoisse un peu du pouvoir sur le vote. Moi, je crois, et j'ai été un peu regardé comme un complotiste pour l'avoir dit il y a quelques semaines, mais si je serais ravi qu'on en reparle dans quelques mois, vous verrez. Moi, je crois qu'on demandera un certificat de vaccination pour pouvoir aller voter à l'élection présidentielle. C'est le chemin qu'on prend. Vous avez vu que d'ores et déjà, pour tenir un bureau de vote, pour être assesseur, on engage très, 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 très fortement, c'est pas obligatoire, mais c'est comme si ça l'était, les assesseurs à avoir été vaccinés. Vous avez même des gens qui sont obsédés par le vaccin et qui veulent tellement avoir leur piqûre qu'ils prennent le chemin du bureau de vote en disant « je vais devenir assesseur, comme ça je vais avoir la vaccination prioritaire ». Je vous fais le pari, je suis prêt à mettre un gros billet là-dessus, qu'il faudra une présentation du pass sanitaire pour aller voter à l'élection de mai 2022. Et alors, quel que soit le résultat de cette élection, on ne pourra pas dire qu'elle se sera tenue de façon régulière. Ce qui signifie de façon très concrète qu'en 2022, quel que soit le président élu, sa légitimité sera très faible. Et je crois que ça n'augure de rien de bon pour notre pays. Bon, Monsieur le Président, moi j'ai eu un autre souci. J'ai regardé un petit peu dans tous les alinéas de cet article 1er et rien ne me garantit dans ce texte que ce pass sanitaire ne pourrait pas être détourné, notamment si son usage est prolongé, détourné de son but premier qui est la protection sanitaire. Notamment, rien ne permet de préciser avec certitude qu'on ne peut pas se mettre à exiger ce pass sanitaire pour aller exercer ses droits civiques, pour aller voter. Et évidemment, vous me direz, ça a l'air loufoque comme ça. Mais alors, si c'est loufoque, rassurez les citoyens. J'ai un amendement un peu plus tard qui précise noir sur blanc qu'on ne peut pas exiger ce pass sanitaire pour devoir aller voter. Parce qu'il y a cette petite musique. C'est tentant de se demander s'il n'y a pas là un coup politique. C'est pas anti-vax ou pro-vax. C'est plus compliqué que ça. Comme par hasard, la population âgée, déjà vaccinée, vote beaucoup et serait plutôt favorable au gouvernement en place. Étonnamment, les jeunes votent très peu, quand bien même on les amuse avec des youtubeurs qui font des galipettes, et sont eux-mêmes peu exposés
au risque de développer un Covid grave. Alors, prouvez-moi que je me trompe. Prouvez-moi que ce n'est pas un coup politique pour ségréger la population en vue de 2022. Et acceptez cet amendement à venir après l'article 1er qui précise que jamais le pass sanitaire ne sera exigé pour exercer ses droits civiques en France. Merci. Merci. Alors, comme prévu, enfin pire que prévu, mon amendement qui proposait de sanctuariser les bureaux de vote comme échappant de manière systématique au pass sanitaire a été largement balayé par le gouvernement et ses députés Playmobil parce que Véran a juste fait un geste qui révèle qui il est, un petit sourire cynique, petite indication qu'il fallait que je me calme, alors que lui était là avec dédain à faire semblant d'écouter, avec ses certitudes, avec son petit sourire en coin, sa fausseté. Et donc, vous étonnez pas si on passe du pass sanitaire au pass pour aller voter à quelque chose qui vous empêchera d'exercer vos droits. Et puis, voilà, il y aura une démocratie à deux vitesses grâce à ces gens. Alors, vous laissez pas faire et allez manifester en masse. Parce que même si on essaie de résister à quelques-uns au Parlement, à l'Assemblée et quelques jours au Sénat, je crains que ce soit pas suffisant. Il n'y a qu'une manifestation, mobilisation populaire de masse qui peut faire reculer les choses. Donc si vous tenez encore à votre pays, à votre liberté, faites-le. Je ne respecterai pas ces normes-là, je ne veux pas de ce monde-là, et j'espère qu'on ne va pas être tout seul, enfin avec les quelques milliers qui défilent tous les samedis, à protester. Pas très nombreux, hein. Pas de moins en moins nombreux, mais précisément, c'est précisément parce que les gens se contrefoutent de ce qui est en train de se passer qui est épouvantable. C'est une sorte de coup d'État sanitaire permanent. Oui. Ouais, pas mal ça, le coup d'État sanitaire permanent.